Alors bien sûr, c'est d'abord quelqu'un qui est inscrit dans la culture allemande, dans la philosophie allemande, je l'ai déjà dit, mais dû à son éducation et aussi à ses séjours à Paris. Donc on a de lui des écrits en français, notamment un écrit, je pense, resté inédit à l'époque, qui s'appelle « Essai sur les langues du nouveau continent », 1812-15. Et je pense que j'ai donné l'idée à un éditeur français de reprendre ce texte, enfin que je vais effacer. Donc il y a aussi dans la personnalité de Humboldt, donc le fait que c'est quelqu'un qui est... dont il y a des écrits en langue française, il y a sa correspondance avec le sinologue Abel Rémusat, donc voilà. Alors, oui, je ne sais plus pourquoi j'avais commencé à dire ça, mais en tout cas, voilà. Oui, c'est ça, le prodige de l'origine des langues, c'est une phrase, une formule que j'ai trouvée dans, précisément, l'essai sur les langues du nouveau continent. Et je pense que dans le feuillet que j'ai distribué, vous allez le trouver. Alors, j'ai rassemblé beaucoup de... Ça, c'est ma manière de travailler. Je suis quelqu'un qui lit les textes, qui commente les textes. Donc, il y a énormément de citations. Je ne pourrais évidemment pas commenter maintenant avec vous. Alors, tout de même, pour d'abord situer disons la problématique ou ma propre pensée par rapport à ça, qu'est-ce que je peux dire? Humboldt est de ceux qui ont rejeté comme dépourvu de sens la question de l'origine du langage, comprise comme la recherche d'une langue originaire, d'une Ursprache, idée qu'il qualifie quelque part de idée chimérique. Donc nous nous trouvons pour lui au milieu de l'histoire. Donc le projet de retrouver une langue originaire est vain. Mais pourtant, pour autant, il n'a pas rejeté purement et simplement la question de l'origine. Je pense que quand on le lit bien, il y a un déplacement de la question de l'origine. Mais comme aussi Humboldt n'est pas quelqu'un qui a, articulé, présenté une œuvre systématique, hein, ça fait partie des raisons pour lesquelles il est difficile à lire. Il n'y a pas de système de Humboldt, donc il y a une difficulté à approcher sa pensée. Mais tout de même, on peut reconstituer, essayer, voilà, petit à petit, de reconstituer sa pensée, et en y mettant, évidemment, du sien. Alors, les concepts, les termes fondamentaux, c'est, en allemand, Entstehung, que j'ai d'ailleurs pas mal de littérature à traduire, genèse, naissance, Erfindung, donc, invention, les Anfänge, les commencements, etc. Alors, selon moi, et là, je vais vous parler d'Humboldt, mais c'est en même temps ma propre pensée que je vous présente ici, indirectement. Je crois que la question de l'origine peut être abordée de différentes façons. Mais origine, au sens où il y a quelque chose comme un commencement, le surgissement d'une forme nouvelle. Ce que, dans mon vocabulaire, j'appelle souvent une initialité. Ce qui est contesté par tout un courant de pensée, ou peut-être un courant majoritaire. Moi-même, je me situe, si vous voulez, pour vous expliquer, du côté de penseurs comme Castoriadis, qui a pour moi été le penseur de l'idée de création, d'apparition du nouveau. Je me réfère aussi beaucoup à Hannah Arendt, hein, dont le thème du commencement, l'être humain créé par Dieu comme être capable de commencer. Donc ce thème du commencement, de l'initialité, est très important. Et je dirais aussi, si on veut essayer de situer les choses, peut-être dans l'histoire de la philosophie, même si Humboldt lui-même n'en parle pas, mais une référence, ce serait Kant, ce serait la troisième antinomie de Kant,
qui envisage, en tout cas comme une thèse, donc l'idée que la causalité selon les lois de la nature n'est pas la seule, qu'il y a une causalité par la liberté et donc une capacité de commencer, d'inaugurer une nouvelle série. Voilà, donc ça c'est pour vous donner un cadre général pour expliquer pourquoi cet intérêt pour la question de l'origine, du commencement, du surgissement. Alors, je repérerai dans ma propre pensée, dans aussi un ouvrage sur lequel je travaille, mais ça me donne aussi une sorte de clé ou de grille pour aborder Humboldt. Le phénomène de l'origine se module de plusieurs manières en ce qui concerne le langage, parce qu'il y a aussi l'origine de la vie, par exemple. Il y a l'origine des espèces animales. Je travaille beaucoup sur ces questions-là. Ce serait évidemment une toute autre conférence. Donc la question de l'origine n'est pas limitée au champ du langage. Donc il y a, je repérais quatre modalités, disons. L'origine de la faculté du langage chez l'être humain. Pourquoi le langage? Comment apparaît le langage? Donc, à ce moment-là, le thème, le concept, c'est langage. Et d'ailleurs, je constate que nous avons cette possibilité en français d'avoir le terme de langage et le terme de langue. Là, en allemand, il y a uniquement Sprache, donc la distinction, bien sûr, existe en pensée, mais elle n'est pas, en quelque sorte, inscrite dans la langue. Donc, origine de la faculté du langage chez l'être humain. Alors, l'origine des langues, de chaque langue, des langues particulières, et justement, c'est bien ça la grande originalité de Humboldt, c'est d'essayer d'embrasser la diversité des langues, avec, et là j'en profite pour glisser aussi une des idées importantes de Humboldt qui a pu être mal comprise, mais c'est que chaque langue, selon lui, porte quelque chose comme une vision du monde, Weltansicht. Donc il y a une singularité, une spécificité de chaque langue, avec, comme je le disais, je l'esquissais au départ, donc à la fois un intérêt pour la singularité des langues, qui ne se réduisent pas à un seul modèle grammatical, mais qu'il faut précisément dont il faut explorer la structure en essayant de se déprendre des structures indo-européennes. Enfin là, je fais une digression, mais c'est important. Donc voilà, deuxième point, l'origine des langues. Chaque langue historique, comment les langues sont-elles apparues, à supposer évidemment qu'on considère qu'il y a une origine, qu'il n'y a pas une continuité. Voilà. Alors, pour moi, dans ma propre pensée, il y a aussi troisième origine, en quelque sorte, moment originaire en tout cas, la parole, les actes de parole. On commence à parler pour dire quelque chose. Et un quatrième, en quelque sorte, événement décisif, important, et je le mentionne parce que Humboldt en a parlé, l'événement par lequel l'enfant, le petit homme, comme on dit, commence à parler, ce qui est convenu d'appeler l'apprentissage de la langue. Alors, voilà, donc ce cadre général que je vous donne, et en disant aussi que on sent bien qu'il y a parfois chez Humboldt une hésitation, mais j'en parlerai au fur et à mesure. Alors je vais, quand même, le temps passe, et il faudrait que je n'oublie pas de... voilà, j'en viens à quelques-uns des passages que j'ai repérés, que j'ai mis par écrit. Donc, le paragraphe que j'ai intitulé « Les débuts du langage », ça c'est précisément, c'est l'origine de la faculté du langage, avec un très beau passage qui est extrait du texte le plus long, le plus complet de Humboldt, qui a été traduit en français. D'ailleurs, je vous le signale, c'est il y a déjà assez longtemps.
un long texte qui est intitulé bizarrement « Introduction à l'œuvre sur le Kavi ». Je vous expliquerai ce que ça veut dire. Alors voilà donc le passage que j'ai moi-même retraduit. Même les débuts du langage ne peuvent pas être conçus comme réduits à un nombre indigent de mots, ainsi qu'on le fait d'habitude lorsque, au lieu de rechercher sa genèse dans la vocation originaire à la sociabilité humaine libre, on l'attribue principalement au besoin de l'assistance mutuelle et transporte l'humanité dans un imaginaire état de nature. Ces deux idées relèvent des erreurs les plus aberrantes que l'on puisse concevoir au sujet du langage. L'homme n'est pas à ce point nécessiteux et à des fins d'assistance, des soins inarticulés eussent suffi. Donc je saute une phrase. Il n'est pas jusqu'aux langues des prétendus sauvages, dont on devrait s'attendre à les trouver plus proches d'un tel état de nature, qui ne présentent une abondance et une multiplicité d'expressions, excédant de loin le simple besoin. Alors là, je trouve ça admirable. Là, c'est une inspiration qui m'est aussi très proche. C'est, je dirais, anti-utilitariste. C'est s'opposer aux tentatives d'explication. D'ailleurs, ça vaut aussi pour les manifestations de la vie organique, à partir du besoin de la nécessité de survie, en quelque sorte. Hein. Et donc, Humboldt dit d'abord l'homme n'était pas forcément au départ aussi nécessiteux, et puis surtout, quelle erreur de supposer qu'il y aurait eu d'abord une sorte d'état primitif de la langue qui serait adapté à des besoins tout à fait élémentaires. Or, tout ça, c'est une vue de l'esprit. Mais quand on se confronte à la réalité des langues, comme il l'a fait, donc toutes les langues de ceux dont certains diraient qu'ils sont des sauvages sont au contraire d'une richesse, d'une abondance de formes donc, qui dépassent la supposée nécessité de la survie. Donc, et comme il le dit dans une phrase que j'ai, la citation suivante, « Même les parlers qu'on appelle bruts et barbares contiennent déjà tout ce qui convient à un usage satisfaisant. » Donc voilà, première, premier thème, enfin donc l'origine de la faculté du langage, où il y a... Alors, Humboldt ne donne pas d'explication. Peut-on donner une explication? Je ne suis pas sûr. Enfin, en tout cas, c'est une démarche intellectuelle qui est plutôt, disons, critique, qui consiste à dire ne croyez pas que vous avez trouvé une explication. Voilà. Donc, même les débuts du langage ne sont pas de cet ordre-là. Alors, il y a... j'en viens à cette autre citation que j'ai faite, que j'ai retrouvée, donc ce qui est dans le paragraphe d'un seul coup. Pour naturelle que soit l'hypothèse d'une formation progressive des langues, son invention n'a pu se produire que d'un seul coup. Donc, il y a là quelque chose qui, d'ailleurs, rapproche un peu souvent Humboldt d'une certaine forme de structuralisme, c'est-à-dire la langue forme un tout. D'emblée, il y a un jeu mutuel des parties de la langue, et donc on ne peut pas imaginer que ça se soit fait progressivement. Quand on s'imagine que cela se produit peu à peu et par degrés, pour ainsi dire, chacun y allant de sa tournée, on méconnaît la solidarité de la conscience humaine et du langage humain. C'est pas tellement facile à comprendre, mais il y a une phrase en allemand qui a été très bien traduite par Denis Thouars, donc, mais qui là répond ou réfute l'idée qu'il y aurait un processus de contrat, de convention, que petit à petit les hommes, existant d'abord comme individus, se seraient rencontrés, et puis chacun y allant de sa tournée, petit à petit, progressivement,
la langue aurait ainsi surgi. Donc il y a quelque chose qui est évidemment énigmatique, puisque la langue forme un tout se passe comme si ça s'était passé d'un seul coup. Voilà, donc je pointe cette formule. Donc une citation suivante, là, qui concerne beaucoup plus alors toute la problématique de la causalité. C'est cité également par, donc c'est un des textes traduits par Denis Thouard dans le livre que je vous ai signalé. Il est remarquable qu'on n'ait encore trouvé aucune langue dépassant la ligne de démarcation de la configuration grammaticale la plus parfaite, ni surpris aucune langue dans le devenir fluctuant de ses formes. Donc, au fond, il y aurait une sorte de désir, de souhait. On aimerait bien pouvoir saisir la langue en formation, comme on peut être intéressé dans le domaine artistique ou dans le domaine de la vie organique par un devenir qui serait encore précisément un devenir. Or, dit-il, il y a quelque chose voilà, qui fait que on n'a pas trouvé, on n'a jamais trouvé dans les observations empiriques, si vous voulez, une langue qui serait dans cet état imparfait. Donc là de nouveau, il y a quelque chose comme l'énigme d'un surgissement de quelque chose qui apparaît d'un seul coup, a-t-il dit, et puis configuration grammaticale la plus parfaite, la plus complète. Voilà. Ce que je prolongerai par un passage que je trouve tout à fait remarquable, où là il n'est pas question directement du langage, mais qu'on peut appliquer à la question du langage. Tout devenir dans la nature, principalement le devenir organique et vivant, se soustrait à notre observation. Si rigoureux que soit notre examen des états préparatoires, il se trouve toujours entre le